Charnière entre l'Europe et l'Asie, la Turquie est avec la Russie un des 2 seuls pays au monde qui appartiennent à 2 continents. Le territoire turc coïncide presque avec l'Anatolie, la partie asiatique du pays. Il pourrait contenir la France et la Grande-Bretagne réunies. L'immense bloc quasi-rectangulaire est bordé par 7 pays et 4 mers. De forts contrastes opposent les plaines fertiles et la haute montagne. Entre les 2 extrêmes, la transition se fait en douceur. 6000 km de côte ont ouvert la Turquie à des influences multiples depuis des millénaires. Les armées hostiles et les cultures diverses se sont succédées. Elles se sont fondues en imprimant les marques de leur passage, les traces de leur génie. Crésus et Alexandre le Grand, l'empereur Constantin et Soliman le Magnifique, les grands noms de l'histoire ont laissé leur empreinte durable et leur propre personnalité. La religion musulmane a trouvé ici un équilibre subtil entre le respect des croyances, la transmission des modes de vie et la chaleur d'une hospitalité légendaire. L'islam turc a réussi le compromis entre la tradition et la modernité. La Turquie se trouve au carrefour stratégique du monde méditerranéen. Elle fait partie de l'OTAN et l'Union européenne est à l'horizon. Le pays dispose d'atouts incontestables. S'il poursuit sa route, les côtes de l'Asie et de l'Europe se rapprocheront. Point de contact physique entre 2 mondes et seule ville partagée entre 2 continents, Istanbul est le fascinant trait d'union entre l'Occident et l'Orient. Byzance, Constantinople, Istanbul, une ville tellement dense qu'un seul nom n'a pas suffi pour la résumer. Surnommée la sublime porte, Istanbul a toujours fait rêver les Occidentaux. Aujourd'hui, elle les impressionne par sa croissance économique. La moitié de la production industrielle nationale est assurée ici. Malgré son dynamisme et son patrimoine, Istanbul a perdu son rang de capitale. Et pourtant, elle attire du monde. 16 millions de personnes y vivent en comptant l'agglomération. La saturation démographique menace la plus peuplée des villes turques. Istanbul a été élue par les puissants et bénie par le destin. Elle sait combien les civilisations sont éphémères. Les fragiles maisons de bois ont échappé à plusieurs centaines d'incendies. Ce qui a résisté au temps et traversé les règnes donne une idée de l'ancienneté de la ville. La basilique chrétienne Sainte-Sophie a été construite au VIe siècle à la gloire de l'Empire romain d'Orient. Elle n'est pas dédiée à une Sophie quelconque, mais à la sagesse, qui se dit Sophia en grec. 10 siècles après Sainte Sophie, les nouveaux maîtres musulmans faisaient élever une réplique à la basilique, une cascade de coupoles, la mosquée bleue. Le sultan était si impatient de voir sa mosquée terminée qu'il venait sur le chantier stimuler les ouvriers. Au début du XVIIe siècle, la mosquée bleue faisait de l'ombre à celle de la Mecque et devenait pour l'islam le pendant de Saint-Pierre à Rome.
Des aqueducs alimentaient Istanbul en eau. Mais la circulation de l'eau, comme celle des voitures, est toujours perturbée par la configuration des lieux. Le relief est escarpé, le trafic est intense, et le dolmuş, le taxi collectif, est la solution traditionnelle pour contrer les embouteillages. Pour patienter, on se désaltère dans la rue. Dans la grande tradition orientale, le commerce est une seconde nature pour les Turcs. Dans tous les domaines, les Turcs ont la clé des relations commerciales. Quel que soit l'article, on s'exerce dès l'enfance pour appâter le chaland. Les caravanes de l'histoire, celles des croisades ou celles de la soie, ont parcouru la Turquie. Les matières les plus précieuses, les négociants les plus habiles se sont retrouvés ici. Il existe deux manières de fabriquer un tapis en Turquie. Les fils du tapis peuvent être tissés. C'est le cas du fameux kilim. Le tapis tissé est très souple. Mais les fils du tapis peuvent aussi être noués. Les deux systèmes connaissent plusieurs variantes. Le système de nœud que nous pratiquons en Turquie, c'est le nœud gordien, le double nœud. Le tapis le plus ancien, noué avec ce système, date de 2 siècles et demi avant Jésus-Christ. Ce tapis a été trouvé dans l'extrême est de la Sibérie, dans un tombeau, et c'est grâce au gel que le tapis est toujours en bon état. Le cœur marchand d'Istanbul bat à l'abri de très anciennes voûtes. Le premier marché couvert fut construit ici, au milieu du XVe siècle, sur les ruines d'un établissement byzantin. Le Grand Bazar est le plus vaste de tout le Proche-Orient. Autrefois, chaque allée était vouée à une activité particulière. Aujourd'hui, les séparations sont moins hermétiques. Chaque activité était gérée par une corporation. Les prix, les poids, la concurrence, la qualité des produits faisaient l'objet d'un contrôle strict. Les mêmes attentions sont accordées au délicieux loukoum. C'est une confiserie orientale dont le nom arabe signifie « le repos de la gorge ». Malgré leur omniprésence, les corporations furent abolies avec la proclamation de la République en 1923. Dans la vieille ville, le palais de Topkapi symbolise la puissance de l'Empire ottoman. Seuls les sultans pouvaient y pénétrer à cheval. D'ici, ils régnèrent pendant 4 siècles sur le Proche-Orient et la moitié de la Méditerranée. Le sérail, un mot d'origine turque, désigne le palais du sultan. Les sultans amassèrent à Topkapi une fabuleuse collection d'objets précieux. Le long du Bosphore, les hauts dignitaires de l'Empire ottoman venaient prendre le frais et oublier les rigueurs de la cour impériale. Ils se sont fait construire des résidences de bois, les yalis. Ces maisons, aujourd'hui toujours très recherchées, atteignent des prix inégalés lorsqu'elles changent de propriétaire. Sur des remblais déversés dans le Bosphore se dresse le surprenant palais de Dolmabahçe. Au milieu du XIXe siècle, les sultans désertent Topkapi qu'ils jugent inconfortable et s'installent ici. L'influence européenne est manifeste. À l'époque, le même bâtiment aurait pu être construit à Vienne. Le prétentieux palais a d'ailleurs le parfum d'une fin de règne. L'Empire ottoman se contente d'imiter l'architecture de ses anciens ennemis. La mosquée Ortaköy domine le quartier du même nom qui signifie « village du milieu ». Le village en question rassemble une jeunesse branchée, familière des lieux.
L'ambiance décontractée et les parties de tavla se mêlent aux galeries d'art contemporain. Un milieu où les différents artistes trouvent leur équilibre. On travaille le cuivre en Turquie depuis plus de 7000 ans. Cela explique pourquoi les cymbales d'Istanbul passent pour être les meilleurs du monde. C'est parce qu'elles sont faites d'une manière artisanale que ces cymbales ont chacune un timbre original. Le son qui fait la particularité de chaque instrument ne pourrait pas être reproduit avec des machines. C'est la raison pour laquelle les musiciens et les batteurs du monde entier viennent ici chercher leur propre son. C'est comme un peintre qui fait un tableau. Chaque cymbale est unique. Juste avant de s'ouvrir à la mer de Marmara, le Bosphore se resserre. Il laisse la terre s'avancer pour former un port naturel. Les bateaux y déchargeaient leurs marchandises au soleil couchant. Pour sa richesse, on l'a baptisé Corne d'or. À la nuit tombée, dans la rue Turkeli, on dîne souvent très tard avec une vaste gamme de hors-d'œuvre, les mezzés, répandus dans toute la Méditerranée. La soirée se prolonge dans un gazino, une sorte de cabaret très populaire où les danses orientales font tourner la tête. Le Bosphore relie la mer Noire à la mer de Marmara. Entre les deux, les courants sont violents parce que l'eau de la mer de Marmara est plus salée, donc plus dense. Première capitale de l'Empire ottoman au XIVe siècle, Bursa bénéficie d'une situation idéale au sud d'Istanbul. Le climat est très doux et les terres fertiles ont nourri une oasis de verdure appréciée depuis l'Antiquité. Les maîtres céramistes étaient réputés. Ils utilisaient une technique qui permettait de juxtaposer des couleurs très différentes sans qu'elles se mélangent. Un cadre enchanteur où de nombreux sultans ottomans choisirent de s'établir pour la vie éternelle. À Bursa, une dizaine de sépultures perpétuent leur mémoire. Comme la religion musulmane interdit toute représentation physique d'Allah, les décorateurs ont écrit son nom en calligraphie et les motifs cubiques et végétaux ont fleuri partout. Avec ses 20 coupoles, la grande mosquée révèle la vitalité de la foi musulmane dans un pays laïque. Bursa marquait la dernière étape orientale sur la route de la soie. Le fil ne s'est pas rompu. Bien sûr, ici, on utilise des modèles turcs originaux. Par exemple, celui-ci représente le dessin de la porcelaine de Kütahya. Celui-là vient d'Iznik. Et voici le style médaillon. Aucune mer au monde n'a un passé aussi riche et aussi tumultueux que la mer Égée. Sur la façade ouest de la Turquie, elle taille finement les côtes en dentelle. Depuis des millénaires, ces rivages ont été âprement disputés. Au cœur de légendes et de mythes, la mer Égée servit de décor aux exploits d'Ulysse et d'Alexandre le Grand. Elle vit passer saint Paul et saint Jean, qui débarquèrent sur une terre inhospitalière.
Izmir, deuxième port du pays. L'ancienne Smyrne est la plus occidentalisée et la plus cosmopolite des villes turques. Celle que les Turcs eux-mêmes surnommaient l'infidèle s'est aujourd'hui ralliée aux saveurs orientales. La Turquie recense de nombreux sites archéologiques majeurs. Parmi les cités antiques méditerranéennes, Éphèse est l'une des mieux conservées. Même en ruine, Éphèse donne l'exemple parfait d'une ville romaine de l'Antiquité. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, en l'honneur de la déesse de la chasse, on y éleva un temple tellement riche qu'il fut immédiatement associé aux 7 merveilles du monde. La ville était connue dans tout l'Empire romain pour la splendeur de ses monuments. À chaque rang du théâtre, la pente devient plus raide pour améliorer la vue et l'acoustique. On avait apparemment tout prévu, sauf la vase qui envahissait le port. Et la ville sombra dans l'oubli. Le petit village de Şirinşe a sans doute profité du déclin d'Éphèse. La région fut occupée par les Grecs après la Première Guerre mondiale. La localité s'appelait alors Sirkinşe, un nom qui signifie « laideur ». Après le départ des Grecs, elle fut rebaptisée Şirinşe, synonyme de charme. Dans le village, toutes les maisons ne possèdent pas leur propre équipement. Différentes tâches quotidiennes, comme la préparation du pain, sont assurées par une seule famille pour toute la communauté. Avec l'expérience et le tour de main, le pain est cuit dans l'unique four du village. Les générations se transmettent leur savoir-faire. La nature est généreuse à condition de la respecter. À Pamukkale, l'eau fumante témoigne d'une activité thermale intense. L'eau à 30 degrés est captée pour remplir des piscines, on le devine, très appréciées. L'eau est saturée de sel calcaire qui se fixe quand la température baisse. Depuis des milliers d'années, l'eau minérale a couvert la paroi de la montagne d'une couche calcaire. Aujourd'hui, le site est protégé. Son accès est strictement limité et les visiteurs doivent se déchausser pour le parcourir. Sur les côtes rocheuses de la mer Égée, les hauts fonds isolent d'innombrables criques. Aux endroits stratégiques, les implantations humaines remontent à la nuit des temps. Ainsi, une baie bien abritée accueille la localité de Kusadasi. Le port exploite une baie suffisamment profonde pour que les bateaux à fort tirant d'eau puissent y jeter l'ancre. L'hospitalité est une vertu cultivée par la population locale. Une qualité à laquelle s'ajoute la valorisation du patrimoine et le respect des modes de vie traditionnels. Dans leurs pratiques religieuses journalières, les musulmans ont récupéré les bains turcs pour leurs ablutions rituelles. On doit l'invention du hammam aux Romains qui maîtrisaient la distribution de l'eau chaude. Les bains turcs procurent beaucoup de plaisir, mais à l'origine, ce n'était pas le but. C'est en 1714 que Öküz Mehmet Pacha a fait bâtir notre hammam, près de la mosquée en construction. À l'époque, on faisait cela pour que les ouvriers puissent se laver après le travail. C'est une vieille tradition. Elle a toujours existé dans la culture turco-ottomane.
Introduit dans le bassin méditerranéen par les Arabes au XIe siècle, le coton est produit par une centaine de pays à travers le monde. La Turquie occupe le 6e rang. Cette plante d'origine tropicale peut atteindre 7 mètres de haut à l'état sauvage. Les graines sont enveloppées d'une boule de duvet. On les récolte en plusieurs étapes car elles ne mûrissent pas en même temps. Le cotonnier est délicat. Il ne supporte pas le gel. Le coton est cultivé dans les plaines littorales de la mer Égée et de la mer Méditerranée. Ici, la récolte est assurée par des saisonniers kurdes. Les Kurdes vivent essentiellement dans le sud-est du territoire. D'un point de vue linguistique, ils appartiennent à la culture iranienne et représentent 15% de la population turque. Les Kurdes sont dispersés dans 5 pays. Depuis des siècles, ils réclament une patrie. Au sud de Kusadasi, la cité antique de Priene dresse ses colonnes à chapiteaux ioniques. Avec ses volutes caractéristiques, le style ionique allégeait la colonne au sommet. La cité voisine de Milet possédait un énorme théâtre, preuve de sa richesse. Cependant, la ville déclina suite à l'ensablement de son port. Un des enfants du pays aurait peut-être pu le prévoir, le mathématicien Thalès, père du fameux théorème. À Didyme, l'immense temple d'Apollon resta inachevé. Il abritait un oracle, un devin en quelque sorte, qui concurrençait celui de Delphes en Grèce. L'oracle était une femme. Elle prédisait l'avenir en mâchonnant des feuilles de laurier toxiques. Cela explique l'incohérence des propos qu'elle tenait et la nécessité de les interpréter. Il y avait de quoi rester médusé. Jadis, le lac Bafa se confondait avec la mer. Il en a été séparé par les alluvions du fleuve Méandre, dont le cours était tellement sinueux que son nom est devenu commun. Au début de la République, 90% des Turcs étaient analphabètes. Aujourd'hui, le taux est tombé à 20%. Les écoliers qui chantent l'hymne national en sont fiers. Bodrum, sur la côte au sud-ouest, se blottit derrière le château érigé par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, futurs chevaliers de Malte. La localité bénéficie d'une situation privilégiée au fond d'une baie tranquille. Elle se transforme en marina à la haute saison. Bodrum s'appelait Halicarnasse pendant l'Antiquité. Le tombeau du gouverneur Mosol a disparu. Le mausolée a servi pour construire d'autres bâtiments. L'ensoleillement attire à Bodrum de nombreux visiteurs. Le patrimoine local a résisté à la civilisation des loisirs, mais la population vit en grande partie du tourisme. La saison est longue grâce à la douceur du climat. Un avantage appréciable pour ceux qui font de la plage leur activité principale. Ouais, ici c'est la plage de Gümbet, c'est la meilleure. C'est le top. Les Turcs confirment ici leur esprit d'entreprise. Avec un peu d'huile solaire et de l'huile de bras, on monte une affaire qui roule. L'Anatolie centrale ouvre un espace où pointent Ankara, la capitale depuis l'instauration de la République, et la Cappadoce, une région déjà mentionnée dans la Bible. Au cœur d'un plateau semi-désertique, une petite bourgade est devenue capitale. Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'de trafik kazalarına sebep olan bir saat 10.55, Radyo Ses, Ara Haber. Des urbanistes européens dessinèrent les artères de la nouvelle ville.
Ce sont les troupeaux de chèvres angora qui avaient fait la fortune d'Ankara. Ils ont disparu pour céder la place à une cité dynamique. La population de la capitale a été multipliée par 100 en un siècle. Elle reste pourtant 5 fois moins importante que celle d'Istanbul. Ankara doit son statut politique et administratif à la volonté d'un seul homme. Il est considéré comme le fondateur de la Turquie moderne. Il a réussi à préserver l'unité territoriale et surtout, il a engagé de profondes réformes sociales en interdisant la polygamie, en instaurant l'égalité des droits hommes-femmes et en créant une république laïque. Mustafa Kemal, dit Atatürk, est le père de tous les Turcs. C'est lui qui a remplacé l'alphabet arabe par les lettres latines pour sortir le pays de son isolement et pour rattraper le retard. Avec l'obligation de porter un nom de famille ou l'interdiction des habits traditionnels, il réussira en moins de 20 ans à sortir la Turquie du Moyen-Âge. La modernisation n'a heureusement pas changé le cadre bucolique d'Amasya. La cité possédait des mosquées et des écoles coraniques. Le prince héritier de l'Empire ottoman venait y apprendre les règles et le fonctionnement du pouvoir. Creusés dans la falaise, des tombeaux grecs révèlent une présence humaine très ancienne. Mithridate, le grand ennemi des Romains, vécut à Amasya. Il est resté célèbre parce que, craignant d'être empoisonné, il s'était immunisé par l'absorption régulière de poisons en petite quantité. La Cappadoce n'a pas de réalité administrative. C'est une région naturelle. La nature s'est exprimée ici en toute liberté. Il en résulte un paysage unique au monde, dont l'origine lointaine est volcanique. Il y a 10 millions d'années, plusieurs éruptions couvrirent la région d'une énorme couche de cendres. En se refroidissant, la cendre devint une roche tendre et poreuse. Certaines parties, plus dures, résistèrent à l'érosion. Elles forment le sommet de curieuses cheminées que l'on attribue aux fées. La main de l'homme s'est chargée du reste. Même avec des outils rustiques, la roche se taille comme de la craie. Et bien que nomades dans l'âme, de nombreux Anatoliens y ont élu domicile. La vie spirituelle trouva aussi sa place. Au début du christianisme, les disciples de saint Paul revêtirent de fresques les parois des églises. La vie quotidienne au sein d'un environnement aussi fragile pose bien entendu des problèmes. À la recherche du confort, les habitants n'hésitent pas à construire des maisons bien conventionnelles au beau milieu d'un site exceptionnel. Pour ses phénomènes géologiques et pour son capital historique, la Cappadoce est pourtant protégée.
L'UNESCO l'a classé dans son ensemble au patrimoine mondial de l'humanité. Malgré les avancées de la technique, les traditions sont précieusement entretenues. Dans la ville d'Avanos, on fait de la poterie selon une méthode élaborée 3000 ans avant Jésus-Christ. Chaque habitant d'Avanos savait encore utiliser un tour il y a 30 ans. Aujourd'hui, les artisans sont moins nombreux. Pourtant, la terre que l'on travaille ici est docile. Encore faut-il y mettre les formes. En tout cas, la poterie d'Avanos est la plus réputée du pays. La terre de Cappadoce a été creusée en profondeur et de vastes cités souterraines ont été aménagées. Leur existence est vérifiée 8 siècles avant Jésus-Christ. Pour se protéger des invasions, des milliers de personnes y ont vécu en s'enfermant derrière de lourdes pierres. La côte méditerranéenne s'étire en suivant l'axe tracé par la chaîne de montagnes du Taurus. Certains sommets culminent à près de 4000 mètres. En 2 découpes quasi symétriques, 2 golfes entaillent le rivage dans un mouvement harmonieux. À l'ouest, la plus profonde des 2 baies abrite la ville d'Antalya. L'ancien port de pêche reconverti à la plaisance est dominé par un minaret cannelé. La présence musulmane s'y exprime avec élégance et la vieille ville entretient le souvenir de civilisations aujourd'hui disparues. Bien conservée, une porte romaine rappelle l'intérêt personnel que l'empereur Hadrien témoignait à la ville. Le port fut très animé pendant les croisades. Les chevaliers y embarquaient pour la Palestine. Dans une région à l'accès difficile, la mer était jadis la seule porte d'entrée. Les alentours d'Antalya regorgent de vestiges antiques. Le site d'Aspendos est beaucoup moins vieux et très bien conservé grâce à l'absence de phénomènes sismiques dans la région. Il doit son prestige au fantastique amphithéâtre restauré par la volonté d'Atatürk lui-même. En bord de mer, les colonnes de Sidé ont abrité de nombreux amoureux. Les plus célèbres, Antoine et Cléopâtre, qui s'y retrouvaient loin des regards. Le Taurus a tout d'une forteresse naturelle. Il dresse ses pics et ses parois de calcaire éclatants. La montagne, réputée hostile, laisse pourtant la végétation grandir sur ses flancs. Dans un environnement minéral, les nomades à la recherche d'herbages ont trouvé leurs moyens de subsistance. Depuis des siècles, ils habitent les montagnes qu'ils parcourent sans répit. Le Taurus est une des plus longues chaînes de montagnes au monde. Elle s'étire de la mer Égée à la frontière iranienne. À une extrémité du golfe d'Antalya, la baie de Kekova, le long d'une côte qui fut parcourue au XIXe siècle par l'officier de marine britannique Francis Beaufort. L'inventeur de l'échelle qui étalonne la force du vent pensait que l'endroit était idéal pour rassembler une flotte. L'île de Kekova était habitée bien avant notre ère. Sans doute à la suite d'un séisme, le niveau de l'eau monta de 2 mètres et les installations portuaires furent submergées. Pendant l'Antiquité, la côte faisait partie de la Lycie,
une province au riche passé. Les nobles défunts étaient placés à l'intérieur de monuments funéraires aux toits caractéristiques. Plus à l'ouest, l'ancienne cité de Konos, aujourd'hui Konus, est établie à l'embouchure d'une rivière. L'eau douce était appréciée à proximité de la mer. Outre leurs sarcophages, les Lyciens choisirent certaines falaises pour y tailler des tombeaux, copie réduite de temples grecs. L'existence des Lyciens est mentionnée pour la première fois par Homère dans l'Iliade. Les montagnes du Taurus regorgent de sites archéologiques, mais elles n'attirent pas que les amateurs de ruines antiques. Elles sont aussi le domaine de certains amateurs de sensations fortes. En surplomb de la côte sud-ouest, un site exceptionnel est voué à la pratique du parapente. Les baptêmes de l'air se succèdent en tenant compte de la force et de la direction du vent, mais tous les candidats ne sont pas admis. Et c'est parti! C'était incroyable, super, j'ai adoré. Je volais comme un oiseau. La Turquie de l'Est fut de tout temps un lieu de passage entre l'Orient et l'Occident. Son climat subit de profondes influences continentales, à peine atténuées par la présence de la mer Noire. La mer Noire était à l'origine un lac d'eau douce alimenté par de grands fleuves comme le Danube. Comment le lac est-il devenu salé ? D'après certains scientifiques, la Méditerranée aurait envahi le lac, peut-être à la suite d'un séisme il y a 7500 ans. Le niveau de l'eau serait monté de 15 cm par jour pendant 2 ans, chassant les populations. Le cataclysme pourrait avoir inspiré le mythe biblique du déluge. Trabzon est l'antique Trébizonde, joyau de l'Empire byzantin. La présence de l'islam est accentuée par la proximité de l'Iran et de l'Irak. Les femmes peuvent se marier en grande pompe, mais beaucoup d'entre elles portent le tchador malgré l'interdiction officielle. Les coutumes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Ainsi, la boisson nationale n'est pas le café, mais le thé, fort et parfumé, servi dans de petits verres en forme de tulipe.
Cultivé jusqu'au niveau de la mer Noire, le thé turc n'est pas exporté. La culture du thé se répandit après la Première Guerre mondiale. En effet, la chute de l'Empire ottoman mit fin aux livraisons de café en provenance du Golfe Persique. Le thé remplaça le café. Perché en nid d'aigle à une hauteur vertigineuse, le monastère de Soumela a été fondé à l'époque byzantine. Il appartenait à la religion grecque orthodoxe. Ses moines l'ont déserté après la création de la République turque. L'intolérance a fait subir aux fresques plus de dégâts que le temps. La région d'Artvin ressemble à s'y méprendre aux vallées des Alpes, et pourtant, la mer Noire est à 1 heure de route à peine. Dans les campagnes turques, la femme se voit confier de lourdes responsabilités. Entre les hommes et les femmes, la répartition des tâches et des charges n'est pas toujours équitable. Il convient donc de dire désormais « fort comme une Turque ». Quand il n'y a ni pont ni gué, le système D est encore le meilleur remède pour rompre l'isolement. Au Moyen Âge, le royaume de Géorgie empiétait sur le territoire turc actuel. De rite orthodoxe, les Géorgiens installèrent leurs églises dans le nord-est. L'église d'Ishan, par exemple, remonte au 7e siècle. Le nord-est de l'Anatolie offre un visage austère. Les terres arides de la moyenne montagne n'acceptent aucun arbre et seuls de rares troupeaux animent un paysage figé. Comme le bois fait défaut, la bouse de vache séchée fait office de combustible. Le pouvoir calorifique est faible, mais il suffit à l'utilisation domestique. La foire aux bestiaux est un domaine réservé aux hommes. Ils vendent leur bétail selon des règles ancestrales toujours en vigueur dans le monde paysan. Le marché est conclu par une vigoureuse poignée de main. À 1900 mètres d'altitude, Erzurum est l'agglomération principale sur le haut plateau d'Anatolie orientale. Le minaret de l'école coranique Yakoutiye est orné de couleurs turquoises, comme le veut la tradition en Asie centrale. L'ensemble fut construit au tout début du XIVe siècle par un monarque originaire de Perse. Deux minarets cannelés dominent une autre école coranique du XIIIe siècle.
Les étudiants y poursuivaient des études théologiques approfondies. Ils logeaient au premier étage de l'établissement. Parfois, le paysage désolé reprend des couleurs. Dans la région, en effet, naissent les deux fleuves nourriciers de l'Antiquité, le Tigre et l'Euphrate. La fertile Mésopotamie commençait ici. Mésopotamie signifie littéralement « au milieu des fleuves ». L'eau de l'Euphrate a toujours répondu à un besoin vital. Le barrage Atatürk lui donne une dimension stratégique. En régulant le débit de l'Euphrate, la Turquie contrôle l'approvisionnement de ses voisins, la Syrie et l'Irak. Avec la question kurde, l'eau est un paramètre essentiel dans la région. Les plantations de tabac sont en grande partie concentrées au bord de la mer Noire. Le tabac fut longtemps le premier produit d'exportation du pays. L'agriculture est un atout majeur en Turquie. D'après la légende, la ville d'Urfa reçut la visite d'Abraham. Le patriarche de la Bible fut condamné au bûcher par un roi païen. Mais une source se mit à jaillir. Elle éteignit le feu et les bûches furent changées en carpes. Les poissons devinrent sacrés, respectés par les chrétiens et les musulmans, car Abraham est leur ancêtre commun. Urfa était une étape importante sur la route de la Mésopotamie. Les peuples s'y croisaient avec leur langue, turc, arabe, kurde ou persane. Ils y confrontaient aussi leurs habitudes alimentaires. Toutes les origines se mélangent encore aujourd'hui dans le bouillonnant bazar. Harran est connu pour ses maisons en termitière. C'est une des plus vieilles implantations humaines habitées sans interruption. Cette maison a été construite il y a 130 ans, avec des briques et de la boue. L'avantage, c'est qu'il y fait frais en été et chaud en hiver. Mais maintenant, on ne s'en sert plus que comme grenier. En l'absence de bois et de pierre, cette conception de maison a été adoptée dans la région il y a 4000 ans. « 2000 mètres d'altitude. À la fin du 19e siècle, un géologue procède à un relevé topographique. Il découvre par hasard le site du Nemrut d'Agi. Un petit roi presque inconnu régnait ici sur un royaume d'opérette. Tantôt allié, tantôt ennemi des Romains, il voulait faire partie des grands de ce monde et se fit tirer le portrait avec sa famille et les symboles de son pouvoir. Fière et digne, vive et sensuelle, la Turquie a le sens du mouvement, celui de la mer omniprésente qui lui a ouvert le monde, et celui d'une terre sévère qu'il a fallu conquérir. Les Turcs ont changé les déserts en oasis de culture. Depuis des siècles, ils font la synthèse du Proche-Orient tout en se rapprochant de l'Europe.